Donc, c'est le président qui va être le rapporteur. Alors, ça nous permet de commencer immédiatement à l'heure. On est bien là. Et je vais demander à Isaac de bien vouloir commencer. Je lui donne la parole. Il en a pour 10 minutes. Et après, je passerai la parole au rapporteur. Et par la suite, il va répondre au rapporteur. Et puis, à la fin, l'encadreur aura à s'exprimer sur tout ça. D'accord? Voilà, Isaac, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur les membres du jury, c'est avec une immense fierté que je me présente devant vous aujourd'hui pour faire une brève présentation de mon travail de fin d'études intitulé Religion, contraintes sociales et liberté individuelle, étude des mariages forcés subis par les jeunes à Cockshott. Monsieur le Président, la liberté individuelle constitue l'un des droits fondamentaux les plus universellement reconnus. Pourtant, pour des milliers de jeunes à travers le monde et particulièrement en Haïti, cette liberté reste profondément contrainte au moment de l'un des choix les plus importants de leur vie, celui du mariage. Ma recherche s'est proposée d'examiner ce phénomène dans un contexte précis et encore peu étudié, celui des sections communales de Cockshott, dans la commune de Jacmel. Pour vous présenter ce travail, je m'articulerai autour de 4 axes essentiels: la problématique, la méthodologie, les résultats obtenus et la conclusion accompagnée des perspectives futures. Pour comprendre l'origine et la pertinence de cette recherche, il faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène des mariages forcés à l'échelle mondiale et nationale. Selon le rapport conjoint de l'OIT, World Free et de l'OIM publié en 2022, environ 22 millions de personnes se trouvaient en situation de mariage forcé sur une seule journée donnée en 2021, soit une augmentation de 6,6 millions par rapport aux estimations précédentes. En Haïti, la situation est tout aussi préoccupante. Les données de l'EMU6 indiquent que 36% des femmes haïtiennes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées ou mises en union avant l'âge de 18 ans et 15% avant l'âge de 15 ans. C'est dans ce contexte précis que s'est imposée la question centrale de ma recherche. Comment les contraintes religieuses et culturelles contribuent-elles à favoriser les mariages forcés et à limiter l'autonomie individuelle des jeunes à Cockshott? Monsieur le Président, ce terrain s'est révélé particulièrement significatif car aucune étude antérieure n'avait spécifiquement porté sur les pratiques matrimoniales dans cette localité. Étudier Cockshott permettrait de passer d'une approche quantitative centrée sur les données nationales à une compréhension qualitative enracinée dans les réalités locales. Pour répondre à cette question, 3 objectifs ont structuré ma démarche. Premièrement, identifier et analyser les facteurs socio-économiques, culturels et religieux qui favorisent la persistance du mariage forcé à Cockshott. Deuxièmement, examiner le rôle des grossesses précoces comme déclencheur de mariage forcé à travers les logiques familiales et communautaires. Troisièmement, analyser la responsabilité des parents et des leaders religieux dans la limitation de la liberté individuelle des jeunes, indépendamment de leur sexe. Pour répondre à cette problématique, j'ai adopté une approche qualitative ancrée dans un positionnement épistémologique interprétatif. Ce choix s'est imposé parce que les mariages forcés impliquent des expériences intimes, des trajectoires de vie singulières et des représentations sociales que les méthodes quantitatives ne permettent pas de saisir avec la profondeur nécessaire. Parmi les techniques disponibles en recherche qualitative, j'ai retenu l'entretien semi-directif comme unique outil de collecte de données. Monsieur le Président, ce choix s'explique tout pur et simplement par la sensibilité du sujet. L'entretien semi-directif nous offre un cadre à la fois structuré et souple, permettant à l'enquêté de s'exprimer librement tout en suivant un guide thématique prédéfini. Chaque entretien a duré en moyenne 45 et 60 minutes, conduit en créole haïtien ou en français selon la préférence de l'enquêté et a été retranscrit puis anonymisé pour garantir la confidentialité des participants.
Au cours de notre travail, 28 participants ont été interrogés, répartis en 3 catégories complémentaires. 16 jeunes de sexe opposé âgés de 17 et 30 ans ayant vécu ou risquant de vivre un mariage forcé, 7 parents ou responsables familiaux de confessions différentes impliqués dans les décisions matrimoniales concernant leurs enfants et 5 leaders religieux représentant les traditions catholiques, protestantes et vaudou. Sur le plan théorique, cette recherche s'est appuyée sur plusieurs auteurs fondamentaux, comme Durkheim qui nous a permis d'analyser la religion comme vecteur normatif et le contrôle social comme mécanisme de régulation collective, Bourdieu qui nous a fourni les outils conceptuels pour comprendre la domination symbolique exercée par les institutions religieuses, Weber qui a éclairé l'autorité des leaders religieux sous ses formes traditionnelles et charismatiques, et Amartya Sen avec sa théorie des capacités qui nous ont permis de saisir le rôle central de l'éducation comme facteur d'émancipation, pour ne citer que ces auteurs-là. Monsieur le Président, les données de terrain ont révélé plusieurs résultats majeurs que je vais vous présenter de manière synthétique. Le premier et le plus constant de ces résultats est le rôle central de la grossesse hors mariage comme principal déclencheur des mariages forcés à Cockshott. Dans presque tous les cas documentés, une grossesse survenant hors mariage suscite des pressions familiales, communautaires et religieuses en faveur d'un mariage, dit réparateur. Cette pression touche aussi bien les jeunes filles, perçues comme ayant déshonoré leur famille, que les jeunes garçons sommés d'assumer leurs responsabilités. Le deuxième résultat majeur concerne les mécanismes qui produisent et reproduisent ce phénomène. J'en ai identifié 3. Le premier, c'est la pauvreté structurelle. Le deuxième mécanisme, c'est la domination symbolique exercée par les institutions religieuses. Et le troisième mécanisme, c'est la pression sociale. Le troisième résultat de notre travail concerne les conséquences multidimensionnelles du mariage forcé sur les jeunes. L'abandon scolaire est la conséquence la plus immédiate et la plus systématiquement citée. Sur le plan psychologique, les témoignages révèlent des états de détresse, d'anxiété chronique et de puissance apprise. Sur le plan économique, les jeunes femmes mariées de force se retrouvent dans une dépendance totale vis-à-vis de leur conjoint, tandis que les jeunes hommes doivent assumer seuls des charges pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Cependant, et c'est là un résultat que je tiens à souligner, les données de terrain révèlent également des formes actives de résistance où les jeunes ont su négocier des délais, accepter formellement un mariage sans jamais cohabiter ou mobiliser des membres de leur famille à l'étranger pour diminuer la pression. Enfin, l'analyse croisée des discours des 3 populations interrogées révèle une tension fondamentale. Chaque groupe d'acteurs, c'est-à-dire les jeunes, les parents et les leaders religieux concernés, se présentent comme défenseurs du bien des jeunes, mais produit objectivement des pratiques qui limitent leur autonomie. Au terme de cette recherche, plusieurs conclusions principales se dégagent. Le mariage forcé à Cockshott n'est pas le produit d'une volonté isolée de nuire, mais d'un système normatif complexe dans lequel la pauvreté, l'absence de l'État, la force des institutions religieuses et le contrôle social s'articulent pour reproduire des pratiques qui violent l'autonomie individuelle des jeunes. La grossesse hors mariage en est le déclencheur central qui active simultanément tous ces mécanismes de pression. Cette recherche comporte cependant plusieurs limites qu'il parvient de reconnaître avec honnêteté. L'échantillonnage non probabiliste pleinement justifié par les objectifs qualitatifs de l'étude ne permet pas de généraliser les données statistiques. L'absence des données quantitatives locales rend la mesure précise de la prévalence du phénomène à Cockshott. Enfin, la durée du terrain a été limitée, ce qui a contraint l'élargissement de l'échantillon, notamment du côté des jeunes hommes et des leaders religieux. Sur le plan opérationnel, mes résultats permettent de formuler quelques recommandations concrètes. Il serait important de renforcer l'accès à l'éducation. Il convient également d'assurer l'application effective du cadre juridique, pour ne citer que cela.
En définitive, Monsieur le Président, cette recherche aura montré que le mariage forcé à Coq-Chante est à la fois un problème de droits humains, un enjeu de développement social et un révélateur des failles structurelles de l'État haïtien dans ces zones rurales. Elle aura également montré que ce système, bien que dominant, n'est pas hégémonique. Il est contesté, résisté et peut être transformé à condition que les politiques publiques, les organisations de la société civile et les institutions religieuses s'y engagent ensemble et avec conviction. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention et reste disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Isaac. Merci pour cette soutenance dont tu as fait preuve une bonne diction, une bonne expression orale. Tu étais particulièrement ferme sur ton exposé et sans hésitation. Et puis en plus, le sujet m'apprend des choses, hein, sur son sujet. D'ailleurs, avant de dire quoi que ce soit, peux-tu me dire où se trouve, parce que j'ai cherché dans ton mémoire où je pourrais trouver où se place Coq-Chante. Dans quel département, de quel côté se trouve Coq-Chante? Monsieur le Président, Coq-Chante, c'est la 8e et la 9e section communale de la commune de Jacmel. Coq-Chante se situe dans le département du Sud-Est. Ah, c'est à Jacmel. Ah, bon, ok. Merci pour ces précisions. Bon, tu m'excuseras parce que comme je ne connais pas aussi bien que les autres personnes qui sont dans l'auditoire, mais je te remercie. Mais en tout cas, ce que tu as exprimé est très clair, très net. C'est un sujet qui me paraît très sérieux, très important. C'est la première fois que j'apprends des choses, quoi, c'est tout. Parce que quand je lis un mémoire, c'est pour apprendre des choses. Hein. C'est pas seulement pour critiquer l'étudiant. Quand je lis un mémoire, c'est pour apprendre. Voilà. Et donc, j'ai appris des choses et je te remercie. Et donc, c'est très bien ce genre de sujet parce que c'est à la fois douloureux, c'est pas évident. Et il y a tu t'es laissé aller dans la présentation de ton document. Hein. Tu n'as pas toujours pris le temps de relire ton document, de regarder où est placé le chapitre. Les chapitres commencent toujours en tête de page, hein, pas au milieu de page, enfin, etc. Bon, il y a quelques remarques à repasser, prendre ton temps, repasser ton document. Mais avant de dire quoi que ce soit, je pense que ton rapporteur doit avoir plus de questions, plus de choses à dire que moi déjà. Je passe la parole au rapporteur, le docteur Christophe Providence. Merci, Monsieur le Président. Je salue et je remercie mon collègue Ronald Andris pour son travail d'encadrement, puisqu'on voit bien qu'il y a un effort réel, même dans la présentation de l'étudiant. Et j'apprécie beaucoup. Hein, j'apprécie la présentation. Hein, et le sujet, c'est un sujet, comme vient de dire le président, c'est un sujet assez pertinent et on va dire même, c'est un sujet original, très original. Il n'y a pas beaucoup de travaux sur, je pense, hein, en tout cas à ma connaissance. Donc, je remercie l'étudiant pour avoir travaillé sur ce sujet. Comme vous le savez, nous sommes là non seulement pour pousser l'étudiant dans ses derniers retranchements, dans l'idée de l'aider à améliorer par la suite son travail. Voilà pourquoi on va analyser ce dernier à la fois sur la forme et sur le fond, à la lumière de ce qui est prôné par l'IUS, les règles du jeu. Même si sur le fond, on va aller en profondeur, sur la forme, on va surtout rester collé strictement au canevas de l'IUS. Déjà, comme l'avait annoncé le
Président, il y a des légèretés qu'il faudra corriger dans le travail. Hein, et que ce soit introduction, chapitre, conclusion, bibliographie, etc., ça commence toujours sur une page. Hein, et puis, il y a des fautes. Il y a des fautes. Et malheureusement, on invite l'étudiant à relire son travail avec vraiment attention et de même faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse le faire. Déjà, ce qui dérange vraiment, qui prouve qu'il y a plein de fautes, dans l'introduction et dans la formulation de son sujet, il y a déjà une faute. Hein? Parce qu'il parle de liberté au pluriel, individuelle au singulier. Hein? Donc, il faut vraiment éviter ces genres de choses parce que ça diminue vraiment, ça décourage le lecteur. Je ne parle même pas dans le résumé, partout, je t'invite vraiment à corriger. Tantôt, tu mets études sans accent, hein, etc. sur, voilà, donc ça dérange, hein, ça dérange, il faut vraiment nettoyer. Bon, toujours sur la forme, bon, ton résumé, en plus des fautes qu'on a évoquées, il faut reprendre le résumé, à mon avis, hein, parce que on a dit qu'il y a des éléments pour le rendre un peu plus fluide, hein, les phrases de ton résumé. Bon, alors, toujours sur la forme, on a bien vu que tu as une introduction générale qui est riche, hein, et je me demande est-ce qu'il ne faut pas réduire, hein, un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, quand on prend le développement historique, hein, tout ce que quand tu vas présenter, c'est toujours long, hein, ce développement-là. Le côté historique dans ton texte est trop long, tu peux faire mieux. Donc, tu peux resserrer certains passages, d'accord, pour rester dans les clous, parce que généralement, il faut éviter les répétitions, il faut éviter des choses. Bon, alors, toujours sur la forme, comme je l'avais dit, il y a même dans les titres de chapitres, parce que même quand on met en majuscule les titres, il faut mettre les accents. Hein? Ça n'empêche ça, et c'est pas parce que c'est en majuscule qu'on ne doit pas mettre des accents. Donc, il faut faire attention, hein? Il faut corriger. Autre élément sur le plan de la forme, c'est vrai qu'on apprécie l'effort de citer, en tout cas d'appliquer le Canva en matière de citation, mais attention, on ne peut pas faire les deux à la fois. À l'IUS, c'est le style APA. Il n'y a pas de citation en note en bas de page. Il faut virer tout ça. Et puis, j'ai vu que tu as pris un malin plaisir à mettre certains noms en majuscule dans le corps du texte. Non, on l'avait déjà dit, il faut écrire les noms normalement, la première lettre en majuscule. Autre remarque, tu as aussi pris un malin plaisir à mettre des gras un peu partout, quand tu veux, comme tu veux, etc. Non, hein? Ce sont les titres, hein, qui peuvent prendre cette forme-là, mais dans le corps du texte, il faut éviter de mettre gras partout, italique quand tu veux, d'ailleurs même dans ta bibliographie, et en citant, tu mets même les noms d'auteurs, certains noms d'auteurs en italique. Ça s'appelle des légèretés. Je t'invite aussi à revoir correctement la bibliographie pour ne pas non plus être pénalisé par la suite, puisqu'on ne va pas accepter n'importe quoi. D'accord? Alors, si je regarde toujours sur la forme, hein, page 16, page 18, là où tu vas présenter le terrain,
hein, je trouve que c'est très intéressant, d'accord? Mais encore une fois, il y a des problèmes de syntaxe, hein? Il y a problème de syntaxe, d'accord? Par exemple, si on prend la phrase à une distance de quelques mètres du centre-ville de Jacmel. Hein? Donc, il faut vérifier et corriger les choses ou carrément reformuler, hein? Parce qu'il y a des problèmes de syntaxe. Toujours sur la forme, on t'invite à même la page de couverture, hein, et je failli oublier, c'est pas cette page de couverture, hein. Donc, il y a des légèretés, hein, sur la page de couverture. Je t'invite à télécharger puisque la feuille de style a été préparée par l'IUS, donc distribuée aux étudiants. Merci de respecter ces éléments-là. Et puis, tu te donnes beaucoup de liberté. Tu mets le logo à gauche. Là, vraiment, on ne demande pas à l'étudiant d'inventer quoi que ce soit sur la page de couverture. On vous dit, voici une page de couverture, comment elle doit se présenter. Autre remarque sur la forme, parce qu'il est question d'aider l'étudiant à améliorer son travail, les tableaux. Hein, je vois que, je ne sais pas pourquoi tu mets tableau 1 en chiffre romain, majuscule, hein, etc. Et puis tu sautes, hein, tu as tableau 1, tableau 3, 4, 5, 6. D'accord? Bon, le tableau 2, hein, tu en as fait quoi? Ou est-ce que voilà, donc c'est mieux d'écrire vraiment normalement et de ne pas se tromper, hein. Quand on compte, on ne peut pas sauter comme on veut, voilà, sinon il faudra justifier. Donc il faut harmoniser la numérotation, hein, c'est très important. Et là, on est entre page 23 et page 25, hein, pour tes tableaux. Autre élément, bon, il y a, comme on l'avait dit déjà, beaucoup de légèreté. Le passage du créole au français, bon, il faut contrôler, hein, il faut contrôler. C'est très, très important, il faut contrôler. Et quand on fait, par exemple, on reprend la pensée et en tout cas le terrain, puisque c'est une étude qualitative, il faut mettre surtout en retrait, surtout les citations les plus longues. C'est important. Et puis, les citations les plus courtes sont entre guillemets, hein, pour attirer l'attention du lecteur. Au niveau de la conclusion aussi, il y a des fautes, hein, c'est partout, je ne vais pas les nommer, par exemple, mais je te demanderai de relire vraiment avant le dépôt final. C'est très, très important, hein, très, très important. Bon, alors, au niveau de la bibliographie, il faut bien reprendre cette bibliographie selon le style APA et enlever les références en notant bas de page dans le corps du texte. Vraiment, c'est le désordre. Je t'invite vraiment à faire attention puisque sur la forme, c'est beaucoup de désordre, hein? Même si on reconnaît l'effort sur le fond et la valeur du travail, on reconnaît la valeur du travail. Mais c'est les deux, hein, qu'il faudra prendre en compte, forme et fond. Sur la forme, vraiment, il y a lieu de corriger en profondeur ce travail. Bon, pour la table des matières, merci de vérifier. On dirait qu'elle est incomplète, hein? Mal paginée, etc. Donc, vraiment, sur la forme, il faut relire, reprendre le travail vraiment en profondeur, hein? Bon, alors, regardons maintenant sur le fond. Je trouve que le sujet est à la fois, l'étudiant est courageux, hein, et son sujet est pertinent, hein, donc parce qu'il parle
vraiment, il veut traiter, en tout cas, d'une pratique sociale sensible, hein, en tout cas en Haïti, plus précisément à Coq-Chante, à Jacmel. Bon, je ne sais pas, mais l'étudiant doit quand même par moment, hein, j'ai l'impression que l'étudiant est impliqué. C'est comme c'est un militant qui nous parle. Et là, donc, il faut pas être trop militant, il faut pas être trop normatif, c'est-à-dire comme quoi on donne. C'est pour ça qu'on parle de neutralité quand on fait une recherche. Donc, j'invite l'étudiant à revoir certaines formules, hein, et pour ne pas être accusé de militantisme. Bon, la problématique est clairement identifiée dans son texte, c'est vraiment important, et c'est à la page 3, d'accord? Mais j'aurais aimé que cette problématique-là soit plus directement, on va dire, reliée, d'accord, aux objectifs. Quand je dis problématique, je parle du problème de recherche, hein, ici, hein, la question de recherche. D'accord? Il faut vraiment, il y a un petit travail de précision, hein, à faire. Hein. Et aussi, il faudra, d'une certaine manière, en un paragraphe, annoncer comment chaque objectif sera traité dans le chapitre 3, par exemple, toujours dans l'introduction, puisque pour réaliser ce travail, tac, 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 et les objectifs, il y va de la méthodologie aussi qui doit être annoncée plus rigoureusement. Pour le cadre théorique, je trouve que ce cadre théorique est riche. D'accord? Ton cadre théorique est riche, mais il faut hiérarchiser les théories, hein, pour bien démontrer chaque apport. Hein, il faut vraiment bien hiérarchiser les choses. Par exemple, dans ton travail, tu aurais pu t'appuyer sur 3 ou 4 concepts centraux, d'accord? Domination symbolique, moi, je trouve que ça peut être très intéressant. Contrôle social, capacité, hein, et pour un 4e concept, ça peut être résistance, puisque tu parles dans ton travail des jeunes qui trouvent des astuces ou en tout cas qui ne souhaitent pas se laisser faire. Voilà, mais bon. Donc, résistance quotidienne, ça peut être aussi un concept. Et à ce moment-là, dans l'analyse des données, d'accord, tu utiliserais, hein, à chaque fois pour expliquer quand tu dois interpréter ce que les uns et les autres ont dit, ce serait bien d'utiliser ces concepts de départ que tu aurais établis clairement, pas beaucoup dans ton cadre théorique. C'est ça, hein, et je trouve que par moment, on se demande est-ce que tout ce que tu as mobilisé au niveau théorique a pu être vraiment pertinent. Hein, voilà. Au niveau méthodologique, je suis d'accord avec toi. Effectivement, même si j'aurais une petite question, juste pour te taquiner tout à l'heure, 28 entretiens semi-directifs. Bon, voilà, pour un mémoire de licence, puisque c'est des questions ouvertes pour la plupart, donc je trouve que c'est très bien. Hein? On ne peut pas t'indexer ou du moins te dire que tu es un paresseux, parce que là, à chaque fois. Mais il faut préciser la procédure d'analyse dans ton texte. Il faut préciser la procédure d'analyse. Étape de retranscription, traduction éventuelle du créole en français, méthode de codage, construction des thèmes, etc., des critères de saturation. Il faut aussi préciser tout ça dans ta méthodologie. Ton chapitre 3, c'est la partie la plus, on va dire, intéressante du mémoire, puisque tu présentes tes résultats, tu parles de grossesse au mariage, le mariage
réparateur, c'est comme le mariage va faire en sorte que et la vie des jeunes filles, en tout cas, le mariage réparateur, les formes de résistance, des contradictions internes, etc. Très bien. Mais, à mon avis, il faut renforcer la preuve empirique, hein, davantage. Par exemple, tu peux, à la fin, présenter un tableau de synthèse qui relie les thèmes, les catégories d'acteurs et les principaux constats. Ce serait vraiment bien pour permettre au lecteur d'apprécier davantage tout ce que tu as fait. Et puis, les recommandations, je pense que sont utiles, mais il faut être plus opérationnel. D'ailleurs, j'aurais une question là-dessus. Donc, il faut préciser les acteurs qui seraient responsables, les moyens nécessaires et les délais, d'accord, possibles et les conditions de mise en œuvre. D'accord? Il n'est pas question de faire des recommandations qui ne seraient pas claires. Voilà. Donc, quelques questions pour terminer. D'abord, est-ce que tu peux définir pour nous ce que tu entends par mariage forcé dans le contexte de Coq-Chante? Et comment tu arrives à distinguer mariage forcé dans le contexte de Coq-Chante, hein, du mariage arrangé ou du plaçage? Ça, c'est la première question. La deuxième question, tu as choisi une méthode, une approche exclusivement qualitative. Pourquoi? Selon toi, quel avantage cette méthode offre-t-elle pour étudier ce sujet sensible? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, Monsieur le Président, quelles sont les limites? C'est ça que je parlais de te taquiner un peu, je vais voir. Quelles sont les limites de ton échantillon et que tu changerais si tu avais plus de temps pour poursuivre cette étude? Est-ce que si tu avais plus de temps pour réaliser cette étude, cette recherche, est-ce que tu allais changer cet échantillon-là, etc. Voilà. Hein? Et donc, présente-nous les limites de ton échantillon. Et enfin, parce que pour les recommandations, je comprends, il y a un effort, mais ce n'est pas toujours, c'est pas réaliste. La dernière question, c'est quelles recommandations vous paraissent, te paraissent réalistes, d'accord, ou plus réalistes, hein, c'est-à-dire on pourra procéder, il y aura une mise en œuvre à court terme pour réduire cette histoire de mariage forcé à Coq-Chante, pardon. Donc, quelles sont les recommandations les plus réalistes selon toi pour en tout cas, réduire ce phénomène à court terme sur le terrain, c'est-à-dire à Coq-Chante? Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'attends les réactions de l'étudiant. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, oui, on l'a dit que l'étudiant est très motivé par ce sujet. J'ai oublié de dire que son travail est bien référencé, même si après, dans la bibliographie, dans la présentation, il y a des choses à corriger, mais c'est un travail référencé. Il a montré qu'il a pris connaissance de certain nombre de choses qui peuvent servir à son travail. Alors, malheureusement, son volume, son document ne reflète pas sans doute la qualité de l'étudiant, ni la qualité du traitement qu'il a infligé à son sujet. Et je pense que c'est le prototype de l'étudiant
qui a dû dormir pendant les premiers mois. Il a dû s'endormir, il a dû faire plusieurs petites choses. Et puis, quand il a vu que les sanctions seront difficiles à digérer, c'est-à-dire sanctions académiques, c'est-à-dire qu'il va échouer, il devra repasser sa licence, repasser sa 4e année, le redoublement, et puis sanctions financières, puisque quand on redouble, on repaye. Il s'est dit non, parce que comme il n'est pas idiot, il est intelligent, il s'est dit non, je ne vais pas me laisser avoir. Il s'est mis à travailler. Et quand on regarde le document, pour moi, c'est le document d'un étudiant qui a vu qu'il est temps de se réveiller, il faut faire quelque chose. Si bien qu'il n'a pas eu le temps de se donner 2 heures pour relire, parce qu'il y a des fautes, des erreurs de numérotation et autres, qui, même à un enfant de 10 ans, va voir l'erreur. Quand on passe au paragraphe 2 sans jamais mettre le grand 1 avant de mettre le 2, bon, ça c'est évident, on le verrait. Si on avait pris 1 heure ou 2 pour relire tranquillement son travail, hein, donc toutes les imperfections du document sont à reprocher à l'étudiant. C'est parce qu'il a trop dormi. Il ne faut pas se réveiller en février-mars. Il faut se réveiller dès octobre. Puisque dès octobre, on sait qu'on a un mémoire à rendre en juin. On le sait. Je dirais même avant octobre. Puisque dès qu'on s'inscrit en L4, on connaît les règles du jeu. Les règles du jeu sont connues de tous. Qu'il y a au 2e semestre le mémoire à préparer dès le mois de janvier. Il faut faire que ça parce que nous ne donnons pas de cours d'enseignement en L4 pour que l'étudiant ait le temps de rédiger son mémoire et faire son stage. Donc, ça prouve bien qu'il s'est endormi jusqu'au mois de janvier, février ou mars même. Voilà. Alors, si tu peux répondre, Isaac, à toutes ces remarques et questions, après, ton directeur de mémoire aura la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre directement aux 4 questions. La première question, c'était de définir le mariage forcé dans le contexte de Cruikshank et de faire la différence entre le mariage forcé et le mariage arrangé. Le mariage forcé, déjà, c'est une union souvent déclenchée soit par une grossesse hors mariage ou autre. Dans le contexte de Cruikshank, le mariage forcé se définit comme une union déclenchée hors de mariage. Par contre, le mariage arrangé ou le plaçage, c'est le consentement libre des 2 personnes. Dans le mariage forcé, il n'y a pas forcément de consentement. Parce que si on prend bien en compte la notion de l'homogamie, on peut dire que l'Église impose certaines choses de manière symbolique. L'Église propose des violences symboliques sur les jeunes. Le mariage forcé est déclenché par une grossesse hors mariage imposée soit à un jeune homme ou à une jeune femme sous pression de la famille, de la communauté ou de l'Église sans un consentement réel libre. Et le mariage arrangé ou le plaçage, il y a consentement entre les 2 parties. Et ces 2 parties, après avoir consenti, pris leur décision de cohabiter ensemble. Voilà. Pour la deuxième question, pourquoi l'approche qualitative? Comme vous le savez, la notion de mariage forcé est la notion de mariage forcé, ce sujet est très pertinent. J'ai choisi l'approche qualitative parce que le mariage forcé est un phénomène sensible, souvent caché derrière une apparence de consentement. Seul un entretien approfondi permet d'accéder aux logiques subjectives, aux représentations et au vécu, ce que les données quantitatives nationales ne peuvent pas nous faire ressentir. C'est pourquoi j'ai choisi l'approche qualitative pour mieux comprendre ce phénomène.
au cours de notre travail, nous avons rencontré pas mal de limites. Donc, pour répondre à la question 3, si j'avais la possibilité de changer quelque chose, donc, si j'avais la possibilité de changer quelque chose, j'oserais à une approche non probabiliste et intentionnelle. Donc, je n'allais pas généraliser les données statistiques. J'augmenterai le nombre de personnes enquêtées et pour les leaders religieux, je choisirais beaucoup plus de leaders qui représentent la religion de Vodou, puisque j'ai choisi 5 leaders religieux. Parmi ces 5 leaders religieux, il y a 2 leaders qui sont dans la catholique et 2 dans la religion protestante et un seul leader du Vodou. Je choisirais un peu plus de leaders provenant du Vodou. Et pour les recommandations qui me paraissent plus réalistes, en prenant en considération la théorie des capacités d'Amartya Sen, je renforcerai l'éducation des jeunes, puisque lorsque les jeunes sont plus éduqués, ils sont plus autonomes et ils n'auront pas soumis de manière involontaire à des normes qui leur sont imposées. Dans ce cas, je proposerai un renforcement dans l'éducation des jeunes en Kokchat. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais tu n'as pas répondu aux remarques, notamment le temps consacré à ta relecture, le temps consacré à ta rédaction de mémoire. Est-ce que tu as commencé en octobre ou est-ce que tu as commencé en février-mars? Tu n'as pas répondu aux remarques qu'on t'a faites. Merci, Monsieur le Président. Pour les remarques, malheureusement, par mégarde, et j'assume toutes les responsabilités, j'ai dû envoyer une mauvaise version de mon travail final. Ce que j'ai vu avec mon secrétaire pédagogique ainsi que mon responsable académique qui m'a suggéré d'envoyer mon travail directement au directeur de mon mémoire, qui était d'ores et déjà présent, au président du jury qui était alors M. Zidore Fidnel et mon rapporteur qui était Dr. Yves-Marie Saint-Martin, ce que j'ai fait. Mais à mon grand étonnement, la meilleure version n'a pas été considérée. Donc, j'assume toutes les responsabilités. Par mégarde, j'ai envoyé la mauvaise version et dans le dépôt final, je ferai le nécessaire de sélectionner le bon version afin que mon travail puisse être plus intéressant. Alors, OK. Donc, comme tu vas travailler à partir de ta nouvelle version, en prenant en compte les remarques qui ont été faites, notamment celles qui ont été faites par le rapporteur. Donc, on compte sur toi pour ça. OK? Alors, je vais immédiatement passer la parole au directeur de mémoire, le collègue Ronald Andris. Tu peux intervenir, Ronald. D'accord, merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Et je vais répondre sur les questions qui ont été posées à l'étudiant. D'abord, il faut dire qu'il a pris contact avec moi fin février, début mars. C'est à ce moment-là qu'il a pris contact. Donc voilà. Donc il dormait, c'est bien ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il dormait, mais je me demande si c'est pas à ce moment-là que l'IUS lui a donné le nom de l'encadrant. Donc, non. Je crois que c'est à cette période-là qu'il avait le nom de l'encadrant, donc c'est à partir de là qu'il a pu me contacter. La deuxième
remarque, elle a été mentionnée par l'étudiant, c'est parce que il s'était trompé dans le premier envoi et il a modifié donc le travail quand il s'était aperçu. Pourquoi? C'est aussi le cas de l'autre étudiant que j'encadrais aussi, l'étudiant La Falaise. Donc, ils travaillent ensemble sur le même ordinateur. Et ils avaient la dernière version, ils avaient mal enregistré, ce qui fait que la version qui a été envoyée, c'est une version qui contient certaines fautes, mais celle que j'ai devant moi là, par exemple, le rapporteur a mentionné qu'il n'y a pas eu de tableau 2. Dans la version que j'ai, il y a le tableau 2. Le rapporteur a mentionné, par exemple, que dans l'intitulé du sujet, liberté individuelle, il n'y a pas eu de S. Eh bien, ces corrections ont été faites et plusieurs autres corrections ont déjà été faites. Donc, c'est un peu dommage que... Donc, tu confirmes bien ce que l'étudiant a dit, que nous avons en main la mauvaise version. Voilà. Oui, exactement. Donc, il faut dire aussi que je salue le courage de Abraham Isaac Misère parce qu'il a été très motivé, surtout qu'il a rencontré certaines difficultés. Difficultés, vous savez que ce n'est pas toujours... les leaders religieux n'aiment pas qu'on aborde ces genres de thèmes. Donc, ce qui veut dire... Oui. Donc, ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour lui. Et vous savez que même les parents n'aiment pas qu'on sache que leurs filles ont été... on avait forcé leurs filles à se marier. Parce que c'est vrai, les parents veulent défendre leur honneur, hein, il faut que leurs filles se marient, mais quand c'est sous pression, donc ils ne veulent pas qu'on en parle. Et vous le savez peut-être, Monsieur le Président, il y a quelque chose que vous ne savez pas, parce que les mariages forcés, c'est dans un contexte de 3M. C'est dans un contexte de 3M. Donc, et c'est soit mariage, c'est soit la mort, parce que on dit si vous refusez de vous marier, donc vous pouvez mourir. Il y a des risques donc de mort. Donc et dans le milieu haïtien, les gens pensent beaucoup que si on refuse. Le troisième M, c'est mariage. Mariage forcé. C'est quoi le troisième M? Il y a mariage, il y a la mort. Il y a la mort et le troisième m'échappe, mais Abraham, le troisième c'est quoi? Abraham. Oui, le troisième c'est marronnage. Marron. Ah, ok. Oui. Marronnage, oui, marronnage. Je comprends. Le marron. Donc, parce que si on ne se marie pas, on ne pourra pas rester dans la zone. Hein. Donc, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Donc, les gens ne veulent pas en parler. Donc, les gens ne veulent vraiment pas en parler. Les parents ne veulent vraiment pas en parler. Les leaders religieux non plus ne veulent pas en parler. Et surtout, c'est parce que cela peut traduire l'échec, l'échec des leaders religieux. Donc, je ne dis pas l'échec des parents, mais l'échec des leaders religieux dans un contexte où ces gens-là prêchent l'abstinence avant le mariage. Vous voyez? Et ces gens-là qui refusent de faire l'éducation sexuelle des gens. Vous voyez? C'est pour ça que ça a été vraiment un sujet très difficile. Très difficile. Donc, c'était très difficile de trouver des leaders qui voulaient répondre à ce sujet. Donc, et puis, vous savez aussi dans quel contexte nous travaillons à Jacmel, plus précisément, et le manque de documents. Ça, c'est très important. Il n'y a pas suffisamment
de documents pour appuyer les étudiants dans leurs travaux. Et franchement, il a quand même fait un travail vraiment, Très je bien. dirais pas très bien. Oui, à partir des documents qui sont à sa disposition, il a quand même fait un travail de valeur. Donc voilà ce que j'avais à ajouter. Merci, monsieur le directeur. Merci. Christophe, c'est toi qui lèves la main là? Oui, oui, c'est juste pour rappeler une chose, hein, et très rapidement. Hein. Un étudiant, quand il soumet à l'administration son document, c'est sa responsabilité qui est engagée. Il ne faut pas, si un étudiant se trompe, c'est sa responsabilité. Et puis, j'invite l'étudiant à réécouter, parce que les remarques sont sur tout le document, d'accord? Je ne parlais pas d'une faute d'orthographe uniquement. J'invite l'étudiant à faire attention et à apporter les éléments de correction dans son travail, d'accord? Parce qu'il n'est pas question d'envoyer à chacun quand on veut des versions comme ça. Ça ne marche pas à l'IUS. D'accord? Donc, je vous invite à vous responsabiliser davantage. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Eh bien, Isaac, tout le monde s'est exprimé. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton encadreur, aux membres du jury? Ok, merci, Monsieur le Président. Et avant de conclure, j'assume toute la responsabilité, mais j'ai envoyé mon mémoire aux différents membres du jury sous la suggestion du responsable des affaires académiques de l'IUS. Donc, permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer mes remerciements. Je remercie sincèrement les membres du jury pour la rigueur et la bienveillance de vos questions qui enrichissent considérablement la réflexion menée dans ce mémoire. Je remercie M. Ronald Andris, mon encadreur, pour son encadrement tout au long de ce travail. Je remercie tous les étudiants de la FLSH, spécifiquement Jenny Christine Lassayo et Guevara Lafalaise. Je remercie le staff de l'IUS, mes professeurs, et spécialement M. Wesley Lindo. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Isaac, merci aux membres du jury. Et nous avons 1 minute de retard que je pense que mon collègue qui est déjà présent, qui me fait savoir qu'il est là puisqu'il a ouvert sa caméra, je pense que le docteur Nelson Sylvestre va rattraper cette minute que